Le Cameroun a enregistré dimanche dernier 40 nouveaux cas de Covid-19, portant au total à 139, soit un record de croissance journalière du nombre d'infections depuis l'annonce, la première le 6 mars 2020. Selon le dernier bilan des autorités sanitaires, ce nombre a d'ailleurs pris du galon. Ce matin, 30 mars 2020, on parle déjà de plus de 143 cas au Marquard. Notons également que dans le but de barrer la propagation grandissante de cette pandémie, le gouvernement camerounais et les responsables sanitaires de ce pays ont instruit 13 mesures barrières, parmi lesquelles se laver les mains avec l'eau coulante et du savon, tousser dans le pli du coude, éviter de se toucher le visage, éviter tout contact physique et le confinement. Mais au regard des faits observables sur le terrain, ces mesures ne sont pas prises en compte par le citoyen lambda. Quelles en sont les raisons? Les Camerounais ne prennent-ils pas au sérieux les risques encourus? Les mesures prises jusqu'ici par les autorités camerounaises sont-elles suffisantes? Ce sont des questions et bien d'autres, madame, monsieur, que nous allons aborder dans le cadre de cette autre édition de l'entretien sur Reflet d'Afrique Télévision. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir un observateur des faits sociopolitiques, un journaliste de renom. Il s'appelle Prince Aristide Ngekam. Bonsoir, Prince. Bonsoir Thierry, bonsoir aux nombreux téléspectateurs de Reflet d'Afrique Télévision. C'est un honneur pour moi d'être là aujourd'hui et de participer à cet entretien et surtout d'apprécier le studio de qualité que je découvre avec beaucoup de satisfaction parce que entre être au courant être à la fondation, je vais dire, d'un bébé, et je découvre que le bébé a grandi et qu'il est à un niveau que je ne qualifierais pas ici pour ne pas faire les jaloux. Mais je dis que je suis bien installé et avec un confort inégalable. Je dis bravo déjà au fondateur et président, directeur général de cette télévision. Ça voudrait dire que les efforts ou alors l'expérience que nous avons acquis dans l'exercice de notre métier n'est pas vaine. C'est une marque de satisfaction et surtout d'abnégation au travail. Je pense que la jeunesse qui nous entoure, qui est au four au moulin avec toi, devra suivre le chemin tracé par les pères que nous sommes. Voilà, c'est un plaisir pour tous ces mots encourageants. Mais il est clair que la situation que nous vivons actuellement au Cameroun est assez préoccupante. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de discuter avec vous au regard d'un certain nombre de remarques portées jusqu'ici au niveau de la communauté nationale, voire internationale. D'ailleurs, le média que vous écoutez à l'instant émet également à l'international à travers toutes les plateformes médias, que ce soit sur notre chaîne YouTube, Facebook, mais également à travers nos différents bouquets et nos appuis satellitaires. Alors, Prince Aristide Ngekam, comment avez-vous accueilli les 13 mesures gouvernementales, on les appelle des mesures barrières pour lutter contre le Covid-19? Oui, déjà, il faut déjà dire qu'il fallait commencer par là. Lorsque la nouvelle accompagnée d'un certain nombre de faits nous est parvenue au niveau du Cameroun, et en voyant de loin les décès de nos compatriotes, de certains de nos compatriotes, et de nombreuses personnes dans le monde, en passant par la Chine, la France, l'Italie, l'Espagne et les États-Unis, il faut dire que le gouvernement du Cameroun a pris, je ne dirais pas les taureaux par les cornes, mais a envoyé un signal à travers les 13 mesures édictées par le Premier ministre chef du gouvernement, Steve John Ngouté, sous les prescriptions, la coordination du président de la République. Il fallait déjà le faire pour envoyer un signal, pour dire aux compatriotes, l'affaire est sérieuse et pour nous autres qui analysons les faits et gestes dans les discours, vous avez remarqué que le Premier ministre Steve John Ngouté faisait une annonce, c'était comme une annonce solennelle, avec un ton en même temps tempéré aussi grave, pour indiquer que l'affaire était sérieuse et que les Camerounais devraient de plus en plus faire attention et respecter les différentes prescriptions qui ont été édictées par le Premier ministre chef du gouvernement. Après, il faut le noter, après une sorte de concertation avec un certain nombre de membres du gouvernement un tout petit peu concernés par l'affaire. Donc, je dirais que c'est un début, mais maintenant, la suite, c'est quoi? La suite, c'est
contrôler l'application de ces différentes mesures, faire le bilan, afin de faire des projections. Et c'est là où se trouve le gros du problème. Justement, on a comme l'impression que les Camerounais n'ont pas pris suffisamment la mesure des choses. Qu'est-ce qui fait problème pour vous? Pourquoi les Camerounais ne respectent pas l'essentiel des mesures qui ont été prises jusqu'ici? Est-ce qu'on a comme l'impression qu'ils n'ont pas pris la mesure des choses? Qu'est-ce qui fait problème jusqu'ici? Je pense qu'il faut tirer une sonnette d'alarme pour informer, parce que des espaces comme celui-ci, des médias qui sont autant écoutés partout dans le monde, et même par nos compatriotes, il faut dire aux gens, aux Camerounais, qu'il faut être sérieux. Je voudrais regarder dans la caméra pour dire aux gens, il faut être sérieux. L'affaire est grave. Ce n'est pas un film. C'est-à-dire que lorsqu'on voit des morts qu'on enterre à n'en plus finir en Italie, en Espagne, et lorsque vous voyez des morgues, comment je vais dire, fabriquées à la hâte au niveau des États-Unis pour parquer les corps, lorsque on est obligé de 20 mètres, lorsqu'on est obligé de faire recourir directement à l'incinération au niveau de la France, parce qu'il n'y a plus de place dans les cimetières, il faudrait que nos frères et sœurs camerounais comprennent que ce n'est pas un film, ce n'est pas un scénario qui a été écrit ou alors un film qu'ils voient à distance. Ce sont des faits réels. Et comme ce sont des faits réels, je demande à mes frères de faire très attention, parce que la maladie, elle est là. La maladie, elle est dans nos rues, la maladie, elle est dans nos maisons. Le virus, il est partout. Nous marchons, je dirais même pratiquement, nous marchons avec. Et je pense que nos frères et sœurs camerounais n'ont pas pris la mesure de la chose. Parce que lorsque moi, en tant qu'observateur, je discute... Mais est-ce qu'ils ont les moyens de le faire? Non, déjà, il faut respecter les prescriptions. C'est-à-dire les prescriptions basiques qui sont l'hygiène. Je dis bien l'hygiène même dans nos maisons. Est-ce que vous avez comme l'impression que les Camerounais ne le font pas assez? J'ai l'impression que les Camerounais... Parce que quand, à l'observance, on voit des bonbons d'eau. En réalité, il y a beaucoup de mesures qui ont été prises. On les voit maintenant dans tous les quartiers, des gens quand même s'habituent à le faire. Exactement, vous avez comme l'impression que ce n'est pas assez? Non, ce n'est pas assez. Vous verrez que ceux qui mettent des bonbonnes, c'est un tout petit peu, entre guillemets, l'élite. Qui met les bonbonnes? Les bonbonnes pour les autres. Mais est-ce que Thierry, est-ce qu'on doit venir chez vous, vous demander de dire à vos enfants de laver les mains? Mais est-ce que vous avez l'impression que les Camerounais le font pas? Non, les Camerounais ne le font pas. Je dis même dans ma propre famille. Je dis, j'ai mes propres frères à qui je dis laver les mains, ou alors faites attention, n'allez plus jouer au ballon. Qui vous disent qui en rit? Je dis qui en rit? J'ai mon gel hydroalcoolique dans mon sac avec que je marque. Lorsque je suis dans un véhicule, le geste pour attirer l'attention de votre interlocuteur ou de votre vis-à-vis, mais ils en rient. Lorsque les gens en rient, vous vous inquiétez, vous dites, mais attendez, ceux-ci n'ont pas pris la mesure de la chose. Et c'est ça qui me fait autant peur. Lorsque vous allez dans les marchés, vous voyez comment les marchés sont bondés, les gens ne font même pas attention entre eux. C'est-à-dire, on vous dit, la distance, il faut une sorte de distance au minimum d'1 mètre. Oui. Vous devriez vous attendre, pour des gens qui sont conscients, qu'en marchant dans la rue, qu'ils s'évitent. Même comme c'est des choses qui ne sont pas dans nos mœurs africaines, mais qu'ils s'évitent tout au moins. Mais quand vous regardez quand même, vous le dites, hein, quand vous regardez le milieu dans lequel nous vivons, dans nos marchés, au-delà de la précarité, au-delà de la promiscuité, il est presque pas possible du tout d'aller faire des emplettes sans être au contact direct avec votre vis-à-vis. Exactement. Et c'est là où revient la responsabilité des autorités municipales ou alors des responsables de nos espaces marchands. C'est-à-dire que en ce temps de crise, le minimum serait que les responsables des différents espaces marchands, notamment pour prendre le cas de la mairie de la ville de Douala où nous sommes avec le maire et les différents mairies de communes d'arrondissement, devraient prendre des dispositions pour organiser les commerçants dans les marchés, ne serait-ce que pour faire attention. C'est-à-dire que lorsqu'on vous dit faites le minimum d'1 mètre, on attire votre attention. Mais je dis, lorsque vous marchez dans la rue, les gens ne se complaisent, les gens ne font même pas attention de se frotter dessus. C'est-à-dire, c'est là où commence l'interpellation. Vous voyez un enfant, c'est comme si chez vous, vous dites à un enfant, voilà le feu, il ne faut pas y toucher. Et que l'enfant approche et vous entrez à la maison, l'enfant est en train de jouer avec le feu. C'est exactement ce qui se passe dans nos rues. Mais l'inattention n'est pas observée chez les plus petits, mais chez des adultes. Lorsque vous avez affaire aux adultes,
qui sont incapables de se remettre en question et d'être, non seulement de se remettre en question, mais d'interpeller les autres sur les faits et gestes des différents compatriotes avec qui ils vivent, vous posez des questions sur l'interpellation. Et il y en a à l'appel, je peux en citer à l'appel. Vous avez des gens qui sont partis, c'est-à-dire que ce n'est pas un péché de revenir dans son pays. Vous avez des gens qui ont pris l'un des récents vols partant de l'Occident pour ici, qui sont arrivés à l'aéroport et par la suite, des mesures qui ont été prises par le gouvernement de la République du Cameroun pour interdire, c'est-à-dire que pour demander, pour fermer les frontières aériennes dans un premier temps. Et lorsque les gens atterrissent, il y a une équipe coordonnée par le gouverneur, les différents gouverneurs et les préfets des différentes régions pour dire, écoutez, l'heure est grave, nous allons vous confiner dans un espace, nous allons vous isoler dans un espace le temps que vous attendiez pour qu'on puisse s'occuper de vous, voir si vous êtes malade, vous soumettre à les différents textes. Vous avez des adultes qui prennent le risque d'aller au quartier et de contaminer les autres. Lorsque vous avez affaire aux adultes, je dis bien des adultes, mais quelle est l'urgence? Vous avez parlé de l'urgence. Quelle est l'urgence de partir de l'hôtel et d'aller chez vous? Et d'aller chez vous, vous coucher avec vos frères et sœurs et transmettre le virus. Mais à la limite, je me pose... Mais à ce niveau, il y a certaines personnes qui ont quelque peu pointé du doigt la responsabilité du gouvernement. Est-ce que le gouvernement peut mettre un policier derrière chaque citoyen le gouvernement mettra face à une menace comme ça? Non, le gouvernement... Je dirais la faute dans ce cas. Non, je dirais même la faute à nos frères et sœurs qui sont partis de l'hôtel. Je dirais même, est-ce qu'il faille? Vous avez des gens qui sont partis dans des pays où des gens meurent comme des mouches. Je dis bien comme des mouches. Ça veut dire que le minimum, c'est qu'on s'attende qu'ils soient conscients de la gravité de la situation. Mais ils arrivent au Cameroun, on leur dit, confinez-vous. On vous isole dans un hôtel en attendant de prendre des dispositions pour savoir si vous êtes malade ou pas et s'occuper de vous gratuitement. Ce n'est pas qu'on vous confie dans un hôtel et que vous allez payer quelque chose. Mais vous avez des gens qui disparaissent, disons-le comme ça, qui prennent le loisir de partir d'aller en famille et d'aller en famille. Et je dis, ce sont des adultes. Quand vous avez, et je dis, ce sont des adultes, Thierry. Il y a beaucoup qui en sont morts. Voilà, et c'est ceci, entre autres, qui m'amène à dire que nos frères et sœurs ne sont pas conscients de la situation. Mais vous imaginez, je ne vous coupe pas, vous imaginez que lorsque quelqu'un qui est parti de l'Occident, qu'on espère un tout petit peu éduqué, arrive ici, des aides arrivent à la maison, vous attendez que c'est le fiston que vous avez à la maison puisse vous dire, mais le fiston, quand vous allez lui dire, non, écoute, il faut rester à la maison, il vous dira, mais tonton est parti de l'Europe, il vient ici avec nous. Donc, c'est ce méli-mélo-là qui m'amène à dire que les Camerounais ne sont pas conscients. Et lorsque vous allez même lorsque vous voyez comment les gens, que ce soit qui voyagent, qui se comportent dans la rue, vous n'avez pas l'impression que nos frères et sœurs ont pris la mesure de la chose. Lorsque vous échangez avec les gens, ils en rient même. C'est-à-dire qu'ils vous disent, mais écoutez, cette histoire... Il y a des chansons qui ont été produites. Mais quand on regarde les Camerounais se comporter au quotidien, justement, vu qu'on en parle, dans les débits de boissons, on a beau dire au plus tard à 18 h qu'ils ferment. Est-ce que cela peut participer à annihiler d'une manière ou d'une autre le problème? Parce que en journée, les gens se frottent, les gens s'asseyent ensemble, les gens se touchent, des gens se côtoient, des gens échangent, même un verre ensemble, une bouteille de bière ensemble, sans que cela ne gêne personne, sans que cela ne meuve personne. Je pense que... À quoi peut-on sévir une mesure comme celle-là, arrêter les débits de boissons à 18 h? Je pense que ce que le gouvernement a voulu faire, c'est d'envoyer un signal, c'est-à-dire comme une sorte de ballon d'essai, c'est-à-dire pour aller un tout petit peu crescendo. C'est-à-dire, dans un premier temps, limiter les sorties dans la nuit, c'est une sorte de process pour voir, c'est-à-dire pour interpeller même les gens. C'est-à-dire, si vous vous levez un matin, vous dites, plus personne ne circule. Les gens vont vous dire, c'est arrivé brusquement. Non, je pense qu'il faut préparer les gens. Je pense que le gouvernement était dans cette logique-là, en disant d'abord, c'est une sorte d'état d'urgence qu'on ne dit pas. C'est-à-dire en vous disant, fermez à partir de 18 h, vous fermez les débits de boissons, vous fermez les boutiques,
vous essayez de fermer les bistrots et autres espaces marchands dans la nuit pour déjà pour interpeller dans un premier temps les gens en disant la situation est grave, la situation, elle est importante, elle n'est pas autant grave peut-être pour ne pas ameuter les gens, mais commencez un tout petit peu à vous discipliner. Mais vous avez remarqué que les gens n'arrivent pas à le suivre. Il a fallu que j'ai vu les forces de maintien de l'ordre essayer de sillonner pour interpeller les gens avec la plus grande fermeté pour que les gens se décident à fermer les bars. Et quand je parle d'inconscience de nos compatriotes, lorsque vous remarquez, c'est-à-dire qu'on vous dit fermez, mais il y a des gens qui trouvent toujours le malin plaisir de, bien entendu, de fermer de l'extérieur, mais d'accepter des gens, ou alors, entre guillemets, des clients, à l'intérieur des bars pour causer. Mais de qui se moque-t-on? Mais dans un contexte de population comme le nôtre, est-ce qu'il est possible d'imaginer que ces mesures portent des fruits quand on sait, par exemple, que limiter le nombre de personnes dans des transports en commun au niveau de la banquette arrière, il ne faut plus, on appelle ça au Cameroun de manière triviale, bâchement, il faut éviter des bâchements, donc la surcharge au niveau des motos. Comment peut-on demander aux parents, dans ce contexte justement de paupérisation, de rester parfois confinés à la maison quand le prix du riz, au lieu de baisser plutôt près du gallon, il a augmenté au niveau des marchés. La situation sur le plan économique n'a pas suffisamment changé. Les mesures d'accompagnement des citoyens ne sont pas prises. Comment va-t-on rester à la maison confiné dans ces conditions-là? Parce qu'on dit, même des enfants qui ne partent plus à l'école se retrouvent en train de gambader dans la rue parce que peut-être à côté, on n'a pas pu payer le câble, on n'a pas la lumière, on n'a même pas d'eau potable, on est obligé d'aller s'en procurer, soit dans un forage d'à côté, soit dans un puits d'à côté. Ce sont autant de conditions de population dans lesquelles les Camerounais sont. Est-ce que dans cette situation-là, il est possible d'appliquer de manière convenable les 13 mesures barrières prises par le gouvernement camerounais? Je prendrai d'abord un petit bout pour ne pas l'oublier. Vous avez dit que le gouvernement a pris des dispositions pour demander aux enfants de ne pas aller à l'école. Je pense que cette mesure était pour essayer de limiter les différents contacts et ralentir, moi je ne dirais pas arrêter, la progression du virus. Vous savez, bien entre entendu, les enfants et dans les écoles, les gens sont un tout petit peu serrés et ça va très vite. Et du coup, vous pouvez avoir une propagation du virus à une vitesse exponentielle. Oui. Je pense que la mesure, elle était bonne. Maintenant, son applicabilité, mais à la maison, Thierry, qui doit retenir les enfants? C'est vous, c'est nous qui devons dire aux enfants, ne sortez pas, la situation est grave. Et si on vous a demandé... Et si les parents eux-mêmes ne sont pas à la maison? Je vous en prie. Si on vous a demandé de ne pas... C'est la responsabilité des parents. Si on vous a demandé... Ils doivent prendre des dispositions. Pour nourrir justement Thierry Niopé, entre laisser votre enfant gambader et l'enterrer, vous choisissez... Quel est le choix que vous faites? Le choix est vite fait. Alors, donc, les parents doivent prendre leur responsabilité. C'est ça la responsabilité. J'arrive sur votre... Juste pour vous relancer, il y a certains Camerounais qui estiment que rester à la maison et ne pas avoir de quoi manger, c'est mourir nécessairement. Sortir et mourir, non, finalement, ils sont nous n'en sommes pas encore là. Nous n'en sommes pas encore là. Ce n'est pas déjà un confinement total. Ça voudrait dire que c'est comme si, quand vous dites les enfants allaient à la maison, c'est comme s'ils étaient en congé. Pendant les congés, qu'est-ce que vous faites? Vous ne les nourrissez pas? Vous les nourrissez? Vous les nourrissez, vous les entretenez, vous les entretenez, vous faites comme d'habitude. Je vous comprendrais si c'était le confinement total. Si c'était le confinement total, mais vous continuez à sortir, vous continuez à travailler, les parents continuent. Mais ce que le gouvernement a dit, par exemple, sans être son avocat ici, c'est de limiter autant que possible les sorties inutiles, les déplacements inutiles. Je pense que ils étaient encore dans l'observance, pour ne pas dire que c'est la bonne solution. Parce que me concernant, lorsque vous parlez des mesures palliatives, là, on peut parler de mesures palliatives lorsqu'on tire vers un confinement total. C'est-à-dire que, je dirais, quand je dis total, en même temps partiel. Partiel pourquoi? Quand je dis partiel, c'est que... Mais justement, nous sommes dans le cadre du confinement partiel. Oui, nous sommes dans un... Même pas, je pense même pas que nous ne sommes même pas dans un confinement. Nous vaquons tranquillement à nos occupations. Non, pas tout le monde. Il y a des entreprises, notamment chez nous, qui ont pris... il y a un travail minimum qui a été appliqué. Exactement, qui ont pris eux-mêmes des dispositions pour limiter autant que possible les contacts inutiles.
Par exemple, j'étais dans une entreprise du côté de Yaoundé, la Caisse nationale de la prévoyance sociale, pour ne pas la nommer, où on ne reçoit plus. Où on ne reçoit plus, pratiquement. La Caisse nationale de la prévoyance sociale, où on ne reçoit plus pratiquement. Et pourquoi? Pourquoi on ne reçoit plus? Parce que si vous avez un courrier, si vous venez déposer un courrier, si vous avez rencontré des personnalités, on vous reçoit à la guérite et on prend des dispositions pour le faire. Et depuis un certain temps, on encourage, comment vous appelez ça, l'informatisation ou alors utiliser les moyens modernes et numériques pour travailler. Donc, je dirais que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Mais maintenant, si on veut parler d'un confinement total, si on veut aller véritablement d'un confinement total, c'est là où le gouvernement de la République devrait prendre des dispositions palliatives. Devrait prendre des dispositions palliatives pour amener les compatriotes à véritablement rester chez eux. Oui. Il faut prendre des dispositions palliatives. Elles ne manquent pas. Dans d'autres pays, les gens, les uns et les autres, ont essayé de prendre un certain nombre de mesures. Et essayé de prendre un certain nombre de mesures. Le Cameroun, tant bien que mal, pourrait l'expérimenter. Et ce ne sont pas des mesures qui manquent. Je prendrais par exemple que pour le cas du Cameroun, s'il advienne dans les mesures et en voyant la montée petitesse et aussi, entre-temps aussi, fulgurante du virus, si on en croit les chiffres avancés par le ministre de la Santé public, Manaouda Malachi, qui nous a dit qu'il y a encore eu 3 cas de plus ce matin. Si nous entendons qu'il faille arrêter ou alors bloquer l'évolution du virus, nous devons prendre un certain nombre de dispositions, notamment lesquelles il faut des palliatifs. Vous avez avancé une chose. Si par exemple il faut prendre les palliatifs, moi ce que je propose par exemple, c'est que dans un premier temps, le gouvernement, pour les fonctionnaires, doit payer au moins 2 mois aux fonctionnaires, 2 mois de salaire aux fonctionnaires. Il est vrai que ils ont touché, les fonctionnaires commencent à toucher pour ce mois. Pourquoi pas leur donner un autre mois pour leur demander. Il y a des pays qui l'ont fait, notamment le Mali. Oui. On peut aller jusqu'à la suppression. Exactement. Pas, du paiement de l'eau, par exemple de l'électricité. Vous avez parlé du câble. Demandez aux gens de rester chez eux. Vous avez vu le ministre du Commerce, je pense il y a 2 ou 3 semaines, a réuni un certain nombre d'opérateurs pour leur demander, il y a une semaine, pour leur demander s'ils avaient des ressources, provisions suffisantes pour affronter une crise probable. Ils ont dit oui, ils ont suffisamment de provisions. Le gouvernement pouvait les prendre au mot en disant « Ok, nous allons stocker tous les produits que vous avez, nous, le gouvernement les achète, mais à la disposition gratuitement des populations, par le truchement des chefs, des sous-préfets coordonnés sous une coordination avec les chefs de quartier et les chefs de bloc, de les distribuer dans des familles pour que les gens puissent rester à la maison. Je dis, ce que je dis là, c'est possible. Le gouvernement achète. Le gouvernement a assez d'argent pour cela? Le gouvernement peut le faire. Le minimum, le gouvernement peut le faire. Demandez aux gens, par exemple, de ne pas déclarer sous 1 mois. Vous avez une entreprise, vous déclarez les impôts. Demandez aux gens, aujourd'hui, vous ne déclarez pas, au moins sur 2 mois. Sur 2 mois, vous ne déclarez pas pour pour les entreprises. Je vais vous dire, la BEAC et la COBAC, ils ont pris des mesures qui sont salutaires en allant même jusqu'à dire aux banques, et même la PECAM, en allant jusqu'à dire aux banques d'essayer de renégocier l'échelonnage des crédits avec des clients. C'est bien, c'est-à-dire que Thierry, si vous avez pris un crédit à la banque et qu'il était question que vous remboursez le crédit peut-être en octobre, comme vous n'avez pas travaillé durant les 2 mois et qu'on échelonne le remboursement de ce crédit. Voilà des mesures. Demandez par exemple aux gens de rester à la maison. Si vous demandez aux gens de rester à la maison pour empêcher les gens de sortir, c'est-à-dire que quand je dis des gens de sortir, c'est le personnel essentiel parce que la police doit sortir. Il y a le minimum, par exemple les services du gouverneur, on en fait en la préfecture, oui, exactement. C'est-à-dire que ils sont des gens les personnes centrales qui travaillent en même temps, qui sont indispensables dans le fonctionnement de la République. l'administration. En même temps, demandez aux gens, c'est-à-dire que demandez aux entreprises parapubliques qui ont des voitures, parce que la police n'en a pas, réquisitionner ces véhicules-là, les affecter à la police et à la gendarmerie pour qu'elles puissent sillonner les quartiers, les différents quartiers de nos villes pour mener la sécurité des hommes et des biens. Parce que le danger dans ça, c'est que vous confinez les gens à la maison, le grand banditisme peut naître. Et je peux vous dire que dans nos quartiers, les enfants qui restent à la maison, qui ne sont pas contrôlés par un certain nombre de parents,
On retrouve des enfants, des petits vols un peu partout. Donc, donnez des voitures. Et on n'ira pas acheter les voitures. On peut les prendre si on a demandé, par exemple, à une entreprise comme la Camouette, le PAD et bien d'autres entreprises parapubliques, déposer les voitures, c'est-à-dire pour le personnel qui a droit à une voiture, déposer. Donc, si vous êtes confiné chez vous, vous n'avez pas besoin d'une voiture. Bien sûr. L'affecter à la police, à la gendarmerie, pour qu'ils sillonnent les quartiers, pour mener la sécurité dans les marchés, pour qu'on ne puisse pas casser les boutiques des gens. Et pour que lorsque vous appelez, si vous avez un malaise à la maison, on vient rapidement vous transporter. Ou alors, si vous voulez aller d'un point à un autre, qu'on puisse vous transporter. Nous avons une entreprise des bus, c'est-à-dire que ici, de transport urbain, de la Socature. On peut la mettre à disposition pour sillonner pour ceux qui veulent sortir. De telle sorte que lorsqu'on vous voit dans la rue, on vous demande, Thierry, vous allez où? Je vous dis, c'est possible. En Europe, notamment en France, il y a des mesures qui ont été prises dans ce sens. Vous comprenez, allant jusqu'aux amendes. Vous comprenez que voilà des dispositions qui sont possibles. C'est-à-dire que voilà des choses qu'on peut appliquer. Mais justement, il y a certains observateurs, notamment le professeur Aimé Bouni, qui a estimé que les dirigeants camerounais sont tous incompétents au regard des mesures qui ont été prises, au regard de la gestion de cette pandémie. Quel est votre avis à ce niveau? Je pense que incompétent, je parlerai de laxisme. Je parlerai de laxisme, même comme c'est un tout petit peu tout comme. Est-ce que vous vous rendez compte, Thierry? Là où je suis ahuri, on parle de virus, on parle de la progression des virus. Mais qui soigne les virus? C'est le personnel de santé. Est-ce que vous savez qu'ils sont en insécurité? Bien sûr. Je dis, ils sont en insécurité sanitaire. Ça voudrait dire que vous avez des gens qui n'ont pas de matériel de travail. J'ai envie de savoir, et dans mes propositions, tout à l'heure j'en parlais, on peut réquisitionner les stades. Vous avez le stade de Japoma, faire des tentes pour voir, au cas où nous sommes débordés, affecter des gens là-bas avec des petits lits qu'on peut commander ou alors fabriquer même si avec la main-d'œuvre locale. Prendre l'hôpital à Quintini. C'est comment que pour l'instant, la situation n'est pas encore à ce niveau. Non, je dis, il faut déjà y penser. Prendre par exemple, c'est peut-être dans le cadre des réflexions. Prendre par exemple, Thierry, un hôpital de référence comme celui de la Quintini, en fait un pôle central au niveau de la ville de... Je dis même central, c'est-à-dire vider tout l'hôpital, réaffecter les malades dans d'autres hôpitaux et que l'hôpital à Quintini soit uniquement un pôle pour gérer les malades ou alors les personnes infectées. En fait, espérons simplement que la pandémie n'arrivera pas à ce niveau au Cameroun. Je l'espère bien. On va évoluer peut-être pour sortir. Vous avez parlé de l'incompétence. Je pense que les mesures, le gouvernement, et par le touchement du ministère de la Santé, a un tout petit peu tergiversé. Je ne sais pas, peut-être débordé par la situation, n'a pas... Est-ce qu'ils ont... J'ai envie de savoir, est-ce qu'ils ont des moyens? Est-ce qu'ils ont des moyens? Lorsque vous avez... Justement, le problème s'oppose entre le ministre de la Santé publique camerounais et le ministre des Finances, je crois, Paul Motazé. Le ministre de la Santé publique souligne qu'il n'a pas les moyens pour mener à bien sa politique. Je vous prends un exemple basique. Vous allez aujourd'hui, est-ce que vous savez que c'est risqué d'aller dans un hôpital? Je ne décourage pas les gens de ne pas y aller. Pourquoi? Parce que le personnel de santé, vous arrivez dans des hôpitaux publics à Douala, la capitale économique du Cameroun. Les infirmiers, les médecins n'ont pas de gants. Je dis des gants, les simples gants. Ils n'en ont pas. Mais c'est dramatique. Les médecins n'ont pas de gants. Les médecins n'ont même pas des masques. Et c'est très grave. Je dis, allez dans tous les hôpitaux là, les CM là, les centres de santé intégrés, pour ne pas dire les hôpitaux de référence. Les médecins n'en ont pas. Mais vous vous attendez à quoi? Est-ce que vous savez que je ne sais pas si c'est une exclusivité que je vous donne. Est-ce que vous savez qu'il y a une grogne sourdine au niveau du personnel de santé actuel qui ont envie de démissionner parce qu'ils ne sont pas protégés, parce qu'ils sont même en insécurité dans leur foyer, en disant, ceux qui travaillent, ceux qui sont à l'hôpital, en disant, mais le mari ou la femme dit, mais attends, toi vous êtes plus ouvert parce que vous n'avez pas de matériel de protection, vous n'avez pas de matériel de protection pour travailler. Vous arrivez dans un hôpital, des cas qui arrivent, les médecins sont obligés de recevoir des malades en main nue parce qu'ils n'ont pas de simples gants. Ça, ce sont des premières mesures, c'est-à-dire avant toute chose. Parce que si vous tombez au quartier, on vous amène à l'hôpital. La situation est très grave à ce niveau alors. Si vous êtes à l'hôpital, à l'hôpital, écoutez-moi, si le personnel commence à être contaminé, mais qui va s'occuper des patients?
C'est une sonnette d'alarme. C'est une il sonnette faut d'alarme. On commencer- espère que les autorités Il camerounaises faut, je dis prendront que cela je en parle tout compte. droit. Je parle Maintenant, tout droit. allons- Je m'adresse aux autorités allons camerounaises. au-delà, Prince Il Alessandro faut Guetta. commencer par là. C'est-à-dire qu'il faut les masques pour les médecins. Il faut le matériel de protection. Est-ce que vous savez que les médecins ne devraient même pas, dans ce temps de crise, parce que la maladie a atteint un sommet, même si on ne veut pas le dire, dans ce temps de crise, est-ce que vous savez que vous ne devez pas trouver un médecin à l'hôpital La Quintinier, à l'hôpital obstétrique et dans nos hôpitaux de district uniquement avec leur blouse? On devait les adjoindre comment ils appellent, Des tenues jetables. Des tenues jetables de protection jusqu'aux chaussures. Et ils n'en ont pas. Et vous pensez que nous sommes en sécurité? Oh, Nous ne sommes pas. Il y a tout récemment un don qui a été Oui, de offert Jack Ma, au gouvernement qui est gabonais arrivé. de Jack Ma. Vivement qu'il C'était, puisse- je crois, jeudi dernier. Donc, Oui, on espère que ce matériel aidera. Oui, mais vivement qu'il puisse arriver dans les On l'espère. dans les hôpitaux de Alors, France. au niveau de la recherche, au niveau de la recherche, c'est vrai quand même que nous sommes à la recherche, le monde entier est à la recherche d'un vaccin contre le Covid-19. Aujourd'hui, la pharmacopée africaine, quand on regarde tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux, on a comme l'impression que la pharmacopée africaine est en train de prendre un pic véritable. Au niveau du corps social, tout le monde parle de cette médecine qui pourrait être une solution inéluctable. Pourquoi pas, je dirais, salutaire pour lutter contre le Covid-19. Pourquoi la recherche au niveau du Cameroun n'implique pas également cette pharmacopée africaine qui pourrait peut-être être la solution, la planche de salut des Africains? Je pense que au niveau du Cameroun, on a, sur le plan légal, on a un tout petit peu avancé parce que ça a été, vous savez, vous et moi, comme reporter il y a 15-20 ans, on assistait chaque fois, et la journée, je pense que c'était la journée nationale de la médecine traditionnelle, qui était, on se limitait à venir exposer des petits remèdes, des petites écorces et autres. Et je pense qu'ils ont tellement mené le plaidoyer et les résultats de ces écorces et autres produits aidants, de telle sorte qu'aujourd'hui, au niveau du ministère de la Santé, il y a une direction de la médecine traditionnelle au ministère de la Santé. Ça voudrait dire que le gouvernement avait pris la mesure de la chose afin de l'intégrer. Mais maintenant, dans la pratique, vous savez, il y a une guerre entre guillemets, entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle. Je ne sais pas le nombre de médecins qui sont enclins ou alors qui écoutent d'un grand oreille ou acceptent les médicaments, les produits, les remèdes traditionnels. Donc, pourtant, ça a un apport. C'est un apport considérable. Est-ce que notre société l'a définitivement accepté au niveau de l'intelligence? C'est ça le problème. Dans nos quartiers, dans nos villages, on y croit. C'est-à-dire qu'au village, vous verrez qu'une maman, elle a le palu, elle sait exactement quelle écorce il faut boire et son palu s'estompe. Vous verrez des gens qui ont que ce soit des maladies, à l'époque c'était plus dans les maladies vénériennes, des maladies sexuellement transmissibles. Vous savez exactement le type d'écorce que vous prenez et vous êtes guéri. Après, je dis bien après examen. Et ceci est prouvé. Mais pourquoi le ministère de la Recherche scientifique ne s'implique pas à ce niveau? Le ministère, je pense que le ministère, je ne sais pas s'ils ont suffisamment de moyens. J'entends souvent tout le temps les plaidoyers des chercheurs camerounais qui disent « nous n'avons pas des primes de recherche, on ne nous accorde pas suffisamment de moyens nécessaires pour mener la recherche ». Mais je pense que c'est un… Ça devrait être également un défi pour eux. Exactement. C'est un plaidoyer qu'il faut continuer à mener. Sinon, nous perdrons même l'essence de nos traditions africaines. Vous avez aujourd'hui, il y a une polémique et en même temps une satisfaction sur le plan international sur l'administration de la chloroquine qui est dorénavant inscrite et qui a été adoptée sous décret par la France après moult tractations. Et aujourd'hui, la chloroquine ne tombe pas du ciel. Elle a forcément des matières premières pour fabriquer cette molécule. C'est la raison pour laquelle du côté de la Côte d'Ivoire, par exemple, il y a un arbre qui Donc je pense que nous Africains, nous devons peut-être nous pencher pour savoir c'est quoi la matière première de la chloroquine. Au-delà de la chloroquine, on dit qu'il y a également des prophylaxies. Exactement. En fait, des vieilles recettes de grammaire. Exactement. Donc je pense… Pourquoi le ministère de la Recherche scientifique, je repose ma question, n'invite pas sur la table de la recherche
toutes ces personnes qui proposent. Et pourquoi pas au niveau de ce ministère-là, on ne se penche pas véritablement vers cette solution qui pourrait être, une fois de plus, je le dis, je pense une planche de salut pour les pays africains. Je pense que c'est la conséquence même de la gestion du Cameroun. Allez voir le budget du ministère de la Recherche. Quand on dit recherche, on devrait s'attendre à beaucoup de moyens. Dans d'autres pays, on finance, des mécènes même, des lobbies même financent la recherche. Aujourd'hui, le ministère de la Recherche, c'est comme un goudron. Je dis bien un goudron. C'est-à-dire, quand vous y allez, vous avez de la peine à savoir que c'est le socle du Cameroun, que c'est le socle de l'intelligence du Cameroun. Et c'est un problème. C'est comme nos universités. En matière, nous avons ce type de problème aujourd'hui. En principe, chez nous, on devrait se retourner vers la recherche pour dire, mais attends, quel est votre avis? Avant et aussi se tourner dans les universités. Je suis content de savoir, et de voir la participation d'un certain nombre de professeurs de médecine, c'est-à-dire qui sont notamment chefs de département de microbiologie au niveau de l'université de la faculté de médecine de l'université de Yaoundé 1. Et c'est une satisfaction. C'est une satisfaction pour nous autres. Mais ailleurs, les gens sont un tout petit peu plus avancés. Notamment, vous avez avec le célèbre le professeur Didier Raoul, oui, qui a pratiquement, je dirais, entre guillemets, n'a pas attendu l'appui du gouvernement français, qui a pratiquement forcé la main au gouvernement français pour dire, écoutez, la chloroquine, j'ai découvert la chloroquine résout ce problème et il faut la faire. Et vous savez, il n'a pas été écouté il n'a pas été écouté. De prime abord. Hein, exactement. Pourquoi il n'a pas été écouté? Parce qu'il y a notamment des firmes pharmaceutiques qui sont derrière. Et il y a eu une sorte d'affrontement dans les sociétés savantes françaises. Il a maintenu le cap en disant, nous avons une situation avec des qui décime des gens, nous appliquons un protocole de médicaments, un protocole sur des malades que nous avons dans nos hôpitaux et ça marche. Pourquoi ne pas l'adopter? Il faut noter qu'il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre alternative. Pourquoi ne pas l'adopter? Et c'est en ça que j'interpelle le gouvernement camerounais. Vous comprendrez que depuis le ministre de la Santé s'exprime, mais n'est pas formé là-dessus. Et en même temps... Justement, il a dit que l'utilisation de la chloroquine, c'est dans des usages purement hospitaliers. Parce exactement. Que s'auto-prescrire un médicament comme cela peut être dangereux pour la santé. Exactement, parce que il faut intégrer ça dans un certain nombre de paramètres. C'est comme lorsque vous allez à l'hôpital, nos organismes ne sont pas les mêmes. Bien sûr. C'est-à-dire que vous pouvez, avant de vous prescrire un médicament, on doit en même temps vous faire une sorte de check comme un bilan sanguin pour voir comment votre organisme peut réagir. Je pense que, mais déjà, il faut le dire aux Camerounais que c'est un espoir. Pour moi, avec la chloroquine, c'est un espoir. Ça veut dire qu'on a un début de solution dans le traitement. Ça veut dire que les gens sont malades, on a un début de solution dans le traitement. Maintenant, pour ne pas être débordé, il faudrait qu'on s'organise. C'est-à-dire que si on... Pour contenir la maladie? Non, pas forcément. Déjà, pour contenir... Pour la prévenir en même temps. Pour la prévenir. Déjà, pour la prévenir, ce sont des règles d'hygiène. C'est-à-dire que laver les mains comme les... Justement, à ce niveau, on va sortir... En deuxième temps, le temps nous fait des pour ceux qui sont déjà malades, et pour que le gouvernement ne soit pas débordé, il faut déjà réserver, isoler les espaces isolés dans les régions, dans les départements. Vous vous rendez compte que, je ne sais pas si vous avez lu le communiqué, dans un hôpital, dans un centre de santé à Baleng, où le délégué régional de la santé publique de la région de l'Ouest a été obligé de fermer le centre de santé. Vous savez pourquoi? Parce que le personnel de santé a été infecté. En contact avec un malade de Covid-19. Et si le personnel, avec un appareillage indispensable de protection. De sécurité pour se protéger, on n'en serait pas là. D'accord, on va sortir pour ça. Je reviens dessus, Thierry, c'est important. Il faudrait déjà trouver les mesures de sécurité pour protéger déjà le personnel de santé, le personnel médical. Oui. Parce que Thierry, je vous dis, ce qui se prépare, c'est que des gens se préparent à démissionner. Et si le personnel de santé du Cameroun commence à démissionner, je peux vous rassurer que nous sommes
dans la débandade. Alors, comment avez-vous accueilli la sortie du professeur Maurice Kamto qui, dans une lettre qui a été rendue publique il y a quelques jours, le professeur Maurice Kamto est le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui a donné 7 jours au président camerounais Paul Biya pour s'exprimer sur la situation du Covid-19 au Cameroun. Oui, ça me donne l'occasion de dire un mot sur la prétendue mort du président Biya sous le prétexte qu'on ne l'a pas vu de visu, que ce soit à la télévision. Oui, il y a des actes. Il y a des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, mais il y a des actes. Les Camerounais veulent l'entendre le président, comme on l'a vu au Congo, comme on l'a vu en France, comme on l'a vu en Russie, comme on l'a vu partout dans le monde. Je vous dirais... Pourquoi, justement, le silence du président Biya? Je pense pas que... Cette fois-ci, le silence du président Biya parle au Cameroun? Non, je ne pense pas que le président Biya est silencieux. Le président Biya parle. Le président Biya agit. Le président Biya agit à travers son gouvernement. Remarquez. Mais vous croyez qu'en France, vous me direz qu'en France, le Premier ministre vous me direz que c'est une habitude camerounaise. Vous me direz que c'est une habitude camerounaise. Lorsque vous suivez le Premier ministre, il vous dit sur très haute instruction, après accord avec le président de la République. Ça voudrait dire que très haute instruction du chef de l'État, ça voudrait dire que le président Biya est au four, au moulin, à travers ses ministres. Et je peux vous dire... Ça coûte quoi justement au président Biya de prendre le bâton du pèlerin pour aller, comme les autres le font, pour toucher du doigt les réalités sur le terrain? Je vous dirais que en matière de stratégie, c'est un choix. Vous savez pourquoi? Vous savez combien de fois? Vous m'avez parlé des présidents. Je ne veux pas en rire, je ne veux pas dire que c'est mauvais. Vous savez combien de fois le président Macron est déjà sorti? Plus d'une fois. Oui. Pour dire aujourd'hui, nous avons pris telle décision, la décision n'est pas appliquée, pour revenir se contredire, pour revenir... Mais à un moment, en matière de stratégie, vous devenez, je dis entre guillemets, ridicule. Et les gens ne vous croient plus. Je pense et je l'espère que le président Biya, sortira peut-être le moment opportun pour donner la solution ultime et certaine aux Camerounais. Et je le souhaite, et je dis je le souhaite. Et je voudrais de ce fait sortir en disant, non, aussi une autre interpellation, notamment au ministère du Commerce. Vous savez, le Ramadan, c'est dans un mois. Le Ramadan, c'est dans un mois. Et dans nos boutiques, il n'y a plus de produits. C'est-à-dire que les gens nous font de la surenchère. Le Ramadan, c'est dans un mois. C'est maintenant que le ministre du Commerce doit préparer le Ramadan. Vous avez des farines, vous n'en trouvez plus. Le riz sur le marché, quand vous en trouvez, c'est cher. Le sucre, vous n'en trouvez plus. C'est maintenant, on n'a pas interdit les frontières maritimes. C'est maintenant que le ministre du Commerce doit donner des autorisations pour des produits ou alors encourager des opérateurs économiques à exporter davantage afin que nos frères musulmans puissent fêter ou alors mener le jeûne dans la piété avec du sucre, avec du riz, avec de la farine et bien d'autres produits. Et que dites-vous pour sortir? C'est la dernière question. Que dites-vous justement à ce silence, je dirais pas assourdissant, des personnalités de la République qui ne s'impliquent pas beaucoup dans la lutte contre le Covid-19? Mais c'est grave, Thierry. C'est grave. Je m'attendrais que des maires nouvellement élus, des députés de la nation puissent participer activement, puissent être auprès de leur population. Non seulement pour sensibiliser, mais parce que l'État n'a pas suffisamment de moyens. Pour sensibiliser et surtout Thierry, pour les accompagner avec les produits de première nécessité, notamment comme le savon, pour les aider à laver les mains, comme des solutions hydroalcooliques, pour les aider à nettoyer les mains. Et c'est en ça que je félicite quelqu'un comme l'honorable Claude Jumont-Monté, qui a affecté des dons importants de masques, de gel hydroalcoolique, des gants pour le personnel médical de tout le département, de tous les centres de santé et des hôpitaux et du département du Oncam. Ça, il faut le féliciter. Et dans les sources même, l'honorable Jumont-Monté a dit qu'il ne s'arrête pas là, il ne s'arrête pas à l'ouest. Il a quand même un pied à terre au niveau de Douala et que les centres de santé devraient aussi en bénéficier. Donc, je pense que c'est un appel, c'est un exemple à suivre. Et je pense que les députés, maires qui ont été nouvellement élus doivent être auprès de leur population pour les sensibiliser, pour les accompagner, parce que demain, sans population, on ne peut pas gouverner. Nous ne pourrons pas gouverner.
Voilà, c'est sur ce mot que nous vous disons au revoir presse à Aristide Gekam. Nous disons également merci aux téléspectateurs qui nous ont écoutés avec beaucoup d'intérêt dans le cadre de cette autre édition de l'entretien sur Reflet d'Afrique Télévision. Madame, Monsieur, restez des notes des programmes se poursuivent. Nous vous reviendrons bientôt pour parler toujours de cette pandémie qui continue à dessiner les populations de par le monde. On espère avoir répondu à quelques-unes de vos questions. On vous revient bientôt pour la suite. Merci, au revoir.